Avant de passer à la séance questions-réponses, j'aimerais faire venir ici au podium un des membres d'Atlanta. J'appelle donc le docteur Nguema. Félicitations. Merci. On vit en même temps le même problème. Et comme vous le savez, comme vous l'avez vu, il est très très difficile de passer après le docteur Bengala parce que dans son discours, il a presque tout dit. Et sans le faire exprès, il dit ce que vous avez dit dans votre discours aussi. Mais bon, je suis là, je vais quand même vous dire ce que j'ai pensé, ce que j'ai écrit. Ce ne sera pas très long, je vous assure. Il a fait beaucoup d'allusions et je vais revenir un peu sur certaines allusions aussi. Alors, chers amis, chers frères, le Gabon agonise et le Gabon pleure. Omar Bongo a dit, entre autres, c'est moi qui conseille mes conseillers. La recherche des hauts diplômes n'est pas une finalité. C'est moi qui ai fait le Gabon. Je peux faire d'un chien un ministre. Omar Bongo considérait ses ministres comme des chiens et le peuple comme un troupeau de moutons. Pendant son long règne, le Gabon était donc considéré comme un pays où ne vivaient que des animaux. Chiens, moutons, panthères. La question est que pensait-il de lui-même et de sa progéniture? Si on reste dans l'analogie animale, je préférerais celle d'un de mes jeunes frères qui se trouve ce soir dans cette salle, qui a dit « L'homme n'est pas un mouton, l'homme est un lion qui cohabite respectueusement avec ses semblables. » Et il termine en disant « Un lion reste un lion, quelles que soient les circonstances. » Les paroles d'Omar Bongo précitées avaient fait rire beaucoup de Gabonais. Mais les Gabonais n'avaient pas compris que leur président venait de signer l'acte de décès de la démocratie et la naissance d'une monarchie dans notre pays rebaptisé Bongoland, et dont son successeur ne serait qu'un membre de sa progéniture. Ce qu'il avait préparé dans le rire des Gabonais s'est réalisé sans bruit. Et nous y sommes actuellement. Le Bongoland est aussi un système qui maintient le Gabon, notre pays, à tous, dans les ténèbres et qui prône la décadence, crée et alimente la peur dans nos esprits. De là à se demander si le pacifisme légendaire du Gabonais ne viendrait-il pas de cette peur ancrée en son être? Je cite ici une pensée de Eleanor Roosevelt qui dit « No one can make me feel inferior without your consent. » Personne ne peut vous abaisser, vous ridiculiser, vous manquer de respect si vous ne donnez pas votre consentement. La peur ancrée dans les esprits et dans l'esprit des Gabonais est un sentiment très dangereux. En un mot, il nous empêche d'évoluer. Elle nous empêche d'évoluer, d'appliquer les changements nécessaires à notre survie et à celle de notre progéniture. Nous devons pour cela la combattre avec force et abnégation. Sa maîtrise nous ouvre l'esprit et un sentiment de révolte se crée et emmène inexorablement à une insurrection pour le bien de tous et surtout pour mettre le Gabon sur la voie du vrai développement pensé. Je vous remercie. Très beau discours, docteur. Ok. Oui. Après donc l'intervention du docteur Nguema, qui était la dernière,
Et avant de passer à... Avant de clôturer notre séance, si des personnes dans la foule ont des questions particulières à poser, vous êtes donc invités à les poser. Merci. Quelqu'un a une question? Sur tout ce qui s'est dit. Oui, Franck. Ok, moi je vais d'abord me présenter. Okay. Moi c'est Franck. Je ne sais pas comment dire ça. Je fais partie de ceux qui ont eu la chance d'être militaires au Gabon. Et d'autres n'ont pas pu être. Bon, ma question était là, celle-ci, la première là. On dit bien que vous avez dit qu'Ali Bongo a volé la victoire au peuple gabonais en 2009. Alors qui a gagné? Ça c'est ma question. Ça c'est la première. Ça c'est la première. La seconde elle est celle-ci. Parce que vous avez parlé de comment on appelle ça? Les droits humains. Comment on appelle ça? Moi j'essaie de voir que les droits humains est jugé de façon à géométrie variable. Par rapport, regardez le Congo-Kinshasa, qui a aujourd'hui environ 6 millions de morts. Mais les mêmes nations qui prétendent qu'ils font, comment on appelle ça, ils opèrent, comment on appelle ça, les droits des hommes, les droits fondamentaux des hommes, ils ne font rien au Congo-Kinshasa et ils viendront faire quelque chose chez nous. Il y a pratiquement mincement 10 000 morts chaque 10 ans. Alors, je me demande, comment ces personnes-là, qui font du mal au Congo-Kinshasa, juste à côté de nous, nous venons leur demander leur aide pour venir chez nous, pour nous enlever le pion qu'ils ont déposé chez nous. Ça, c'est la deuxième question. Ok. Oh. La troisième est celle-ci, c'est par rapport à la démocratie. La démocratie, pour moi, c'est un idéal. Chaque nation doit créer la démocratie à sa manière, par rapport à sa culture. On ne doit pas copier systématiquement comme les Américains ou comme les Français, parce que regardez ce que ça crée chez nous depuis que la démocratie est arrivée chez nous. Vous avez vu le cas de la Côte d'Ivoire. Ça arrive partout. Quand ils viennent démocratiser comme ils ont fait en Libye, vous avez vu la belle démocratie qu'ils nous ont apportée en Libye. Ok. Voici la Chine qui est deuxième puissance mondiale, qui n'a pas de démocratie chez elle. Ils n'ont pas de démocratie, ils ne votent pas de président, ils nomment de président. Alors dites-moi, soit la démocratie marche avec nous, ou ce sont eux qui veulent nous imposer quelque chose que l'on ne comprend pas. Ok. Ok, au fait, Franck a posé ici une série de 3 questions. La première était de savoir si Ali Bongo n'a pas gagné les élections au Gabon, qui a gagné. La deuxième est... la deuxième question, il comparait les exactions au Congo-Brazzaville qui sont beaucoup plus signifiants qu'au Gabon. Comment est-ce que vous expliquez que les Américains, les Occidentaux en particulier, qui n'arrivent pas à aider ceux du Congo qui sont tués par dizaines de milliers par an comparé au Gabon, ces Occidentaux-là viendront aider nous qui subissons. Ok. Donc, ok, monsieur Abamela va répondre à la première question. Bon, mais écoute, je vais d'abord vous rappeler à l'histoire. Parce qu'on ne peut pas oublier notre histoire. Vous savez que depuis 1990, après la conférence nationale, les Congo n'ont jamais gagné l'élection. Ça a été prouvé. Maintenant, pour ce qui concerne Ali Bongo en 2011, ce n'est pas seulement les Gabonais qui disent que Bongo n'a pas gagné. Vous vous souvenez aussi qu'il y avait une commission qui était en place. Et il y avait aussi à l'époque l'ambassadrice des États-Unis au Gabon qui a participé justement, qui a conclu justement dans la commission qui avait été mise en place, qui a affirmé lors de son départ effectivement que Bongo n'avait pas gagné. Le vrai vainqueur de cette élection, il n'y avait pas d'autre, c'est bien Baobam qui a gagné l'élection, suivi de Namoni
et Ali Bongo venait. Voilà le vrai. Et depuis 1993 à 2011, les Bongo n'ont jamais gagné. Les Bongo, il est démontré par A plus B qu'au Gabon, les Bongo ne peuvent pas gagner l'élection libre et transparente. Ils ne peuvent pas. Même vous, si vous vous opposez à Ali Bongo, les Gabonais vont vous faire. C'est pour ça que nous disons que en 2016, nous allons rentrer en 2015 au Gabon et nous allons mettre en garde ce régime pour toute réaction qui nous sera réservée. Nous allons arriver au Gabon et nous allons demander aux Gabonais de refuser désormais que les Bongo leur volent le trône. Écoutez, je pense que les questions posées sont fondamentales. Et je pense que la réponse de M. Ambamani est certainement très cohérente. Il répond à une partie du problème. C'est-à-dire qu'en fait, j'allais répondre à votre question de manière un peu indirecte. Qui a gagné en 2009? Ça ne peut être que le peuple gabonais. Le peuple gabonais a gagné et a toujours gagné. Il se pose simplement le problème que on n'a pas voulu montrer au peuple, n'est-ce pas? On n'a pas voulu montrer à ce peuple-là les résultats qui reflétaient en fait sa volonté. Et ce que M. Ambamani vous dit est concret parce que, vous savez, quand vous vous savez capable de gagner, quand vous vous sentez capable de gagner une élection, vous ne trichez pas. Et vous ne manipulez pas la Constitution pour vous garantir le résultat qui vous donne le maximum de chances. Et vous savez pourquoi ils ont enlevé le deuxième tour d'élection au Gabon? C'est parce que les Bongos savaient d'office qu'ils ne pourraient jamais gagner au Gabon une élection à 2 tours. Il leur était donc beaucoup plus facile de concocter un résultat qui ferait qu'avec une élection à un seul tour, même s'il n'avait que 5% et le deuxième opposant n'avait que 4%, il irait toujours sabler le champagne pour dire écoutez, j'ai gagné. Mais moi je pourrais vous retourner en réalité l'équation autrement. Parce qu'encore une fois, mon goût pour la politique a tendance à se faire très mathématique. Je suis littéraire, mais j'adore les mathématiques. En fin de compte, la logique mathématique, elle est fantastique. Quand je dis le peuple gabonais a gagné, vous le verrez même dans le faux résultat qu'Ali Bongo lui-même vous a donné. Ce résultat, c'est quoi? Il dit qu'il a gagné l'élection avec 41% des voix. Mais si vous retournez l'équation, ça veut dire que 60% des Gabonais ont voté contre Ali Bongo. Vous ne dirigez pas un pays avec une minorité. Donc vous comprenez qu'en réalité, dans cette équation-là, il n'y a pas au Gabon de moyens sociologiques ou mathématiques par lequel un Bongo pourrait gagner une élection transparente au Gabon. J'insiste sur le mot élection transparente. Ils n'en ont pas du tout la possibilité. Donc sur ce plan-là, il est avéré que il n'y a jamais eu d'élection au Gabon qu'on puisse dire qu'Omar Bongo ou Ali Bongo auront gagné. La réponse de M. Ambamani à ce titre-là est donc totalement juste. Alors, secondo, vous avez parlé des questions de démocratie et de culture. Le problème, c'est que ne confondons pas ce qu'on appelle le maquillage, n'est-ce pas, qui consiste à colorer sa démocratie et les principes fondamentaux. La démocratie française ne s'applique pas de la même manière que la démocratie américaine. Et pourtant, nous disons que ce sont des démocraties. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, au fond, les fondamentaux sont simples. Si le peuple a la capacité de choisir lui-même ses dirigeants, c'est ça qu'on appelle la démocratie, quelle que soit la manière dont vous l'habillez. Est-ce que ce principe est appliqué au Gabon? J'en doute. Les Gabonais n'ont jamais eu ce droit. Donc en réalité, ce n'est pas une question d'importer la démocratie. Les questions de droits fondamentaux sont universelles. Que vous soyez Gabonais, Pygmée, Tutsi ou j'en sais rien. Quand il en vient à l'idée de diriger une nation, le vote, ou plutôt le pouvoir, doit être l'émanation du peuple, de la volonté du peuple. Là où vous n'avez pas la manifestation de cette volonté, vous avez évidemment ce qu'on appelle dictature. Le Gabon n'a donc jamais été sous les Bongos une démocratie. Donc ça, c'est une réalité. Maintenant, quand on regarde, vous avez parlé de la Chine, attention, ne nous y trompons pas. La Chine n'est qu'au début d'un processus. La Chine passera par la même étape.
Les questions d'économie et de sociologie vous diront qu'en fait, dès que la Chine atteindra à peu près un pourcentage de 30 à 40% de classe moyenne, ce qui n'est pas encore le cas parce que la plupart des Chinois sont encore extrêmement pauvres, ce système dont vous parlez va s'écrouler automatiquement. Et il y passera. Donc ne confondez pas ce début où la Chine ne fait que commencer et qui devient une puissance économique rien que par le simple poids de sa démographie. Mais en réalité, quand vous regardez le revenu par habitant des Chinois, il est très petit, très faible. Le Gabon fait au moins, je ne sais pas, 6 fois plus le revenu de la Chine. Donc nous ne sommes en fait qu'au début d'un système où la Chine n'a même pas encore commencé. Ce sera effectivement une puissance un jour, mais elle le sera encore plus le jour où elle sera démocratique. On ne peut pas avoir de vrai développement ou de développement soutenable et durable sans démocratie. Ce dont vous parlez là, c'est une toute petite période de l'éclosion de la Chine. Mais sa vraie éclosion viendra plus tard. Nous n'en sommes qu'au début. Mais elle passera par les mêmes travers, je vous assure. Alors, les Occidentaux, vous parlez du cas du Congo et de ce qui se passe ailleurs. Le problème au Gabon, c'est parfois, et je trouve cette tendance souvent chez les bongoïstes, c'est qu'ils aiment souvent nous dire « Ah, comme les autres se tuent ailleurs, ça veut dire que chez nous, tout est bien parce que nous, on ne se tue pas. » Généralement, c'est dangereux d'expliquer les problèmes de son pays par ce qui se passe ailleurs. Hein? C'est très dangereux. Parce que ça peut vouloir donc dire que, bon, puisque les autres se tuent, pour avoir réclamé la démocratie, par exemple, ou d'autres paramètres, ben nous, au Gabon, on doit simplement arrêter de revendiquer. Oui. Or, ce que je vous ai dit, c'est que les questions d'influence occidentale dans nos pays, bon, elles existent. On ne va jamais mettre de côté les questions occidentales. Mais c'est aussi la réalité dans laquelle nous vivons. Quel est le pays au monde qui ne subit pas d'influence d'une manière ou d'une autre par rapport à une autre? Même la France s'en laisse dicter par les États-Unis, tout comme la France en dicte à d'autres, et ainsi de suite. Chacun à son niveau se laisse toujours dicter. Donc la réalité pour nous, c'est que ne nous immobilisons pas sur ces paramètres-là. Parce que dès qu'on se dit « Oh, la France !» ben autant alors abandonner, puisqu'on se dira « Bon, on ne peut rien faire parce que la France a cette influence sur le Gabon. » Or, nous savons qu'en réalité, même quand il s'agit de la France, devant un peuple déterminé, sauf si la France est prête à tuer tous les Gabonais, je ne vois pas comment, dans le Gabon de demain, tel que nous allons le revendiquer, nous ne voyons certainement pas comment la France va arriver à empêcher au peuple gabonais de pouvoir s'affirmer. Alors donc, les réalités dont nous parlons ici doivent donc être des réalités qu'il faut embrasser de manière concrète. Ne nous arrêtons pas à des paramètres qui peuvent en fait devenir des paramètres immobilistes. Parce que vous pouvez vous dire, ben, puisque la France est ce qu'elle est, bon, il faut attendre que peut-être dans 150 ans, les Gabonais aient la force militaire de pouvoir faire la guerre à la France. D'accord? Mais vous savez très bien que si vous partez du point de vue que vous allez faire la guerre à la France, vous avez perdu l'avance. Il y a d'autres manières d'être intelligent vis-à-vis de la France. Nous savons ce que les Occidentaux viennent chercher chez nous, hein, attention. Nous le savons. Mais ce que nous disons, c'est que, avant déjà de s'attaquer aux 75% que les Français viennent chercher chez nous, il y a d'abord déjà le problème de ces 25% qui font déjà de nous le troisième pays le plus riche d'Afrique. Ce n'est pas la France qui dit à Bongo de ne pas faire les routes. Ce n'est pas la France qui dit à Bongo de ne pas construire les hôpitaux. Les étudiants sont en grève en ce moment pour des questions simples de postes budgétaires et ainsi de suite. Ce n'est pas la France qui dit à Bongo d'aller acheter des villas de je ne sais pas quoi qui pourraient financer toute l'éducation au Gabon. Donc il y a des choses qui relèvent de la France et il y a des choses qui relèvent des Bongo. Nous voulons d'abord nous occuper pour le moment des choses qui relèvent des Bongo. Je vous Je voulais simplement, j'avais oublié de le mentionner, que vous êtes rendu compte qu'au Gabon, depuis Bongo, il y a ce qu'on appelle l'état de siège ou bien le couvre-feu. Voilà. Si vous gagnez l'élection, est-ce que vous avez besoin de couvre-feu? Et c'est ce qui s'est passé en 2011. Automatiquement, Ali a annoncé la victoire. Et ça y est, le pays était dans l'état de siège. C'était le couvre-feu. Personne ne pouvait plus sortir, personne ne pouvait plus rentrer. Donc, je crois que on est tous là, couvre-feu, on met les militaires pour aller bastonner. Pourquoi? Si tu as gagné les élections démocratiquement, tu n'as pas besoin de faire le couvre-feu ou... Voilà. Il y a d'autres questions? Ok, Monsieur Sabani. Non, et j'aimerais souligner que c'est un frère ivoirien. Compatriote ivoirien. Bonsoir, monsieur.
suis Savali Vassili, je suis d'abord je voulais saluer l'initiative de notre frère, parce que ça prouve déjà qu'il y a un véritable éveil de conscience qui commence à s'opérer dans nos différents pays. Mais moi, je conçois mal sincèrement d'abord le fait que dans un pays, le père dirige et quand il part, c'est le fils qui vient. Moi, ça, je ne peux pas l'accepter. Parce que ce n'est pas la seule famille qui est intelligente. Ce n'est pas la seule famille là qui. Je ne sais pas comment dire. C'est une insulte même, aux populations. Mais ma question est celle-ci. C'est-à-dire, le mouvement insurrectionnel que vous venez de mettre en place. Je veux savoir comment vous comptez concrètement sur le terrain quand on connaît, comme on dit chez nous, le cœur, c'est-à-dire la façon d'agir de notre population noire. Parce qu'on est très peu. Il ne faut pas nous comparer aux Arabes. L'Arabe est ce qu'il est. L'Arabe ne recule devant rien. Pour sa liberté, l'Arabe est prêt à mourir. Donc, je veux savoir comment. You're right. Concrètement sur le terrain, quand on sait en plus que les médias d'État dans nos pays noirs francophones là, sont contrôlés quasiment par l'appareil d'État. C'est une question qui s'adresse à moi. Oui. Tu ne penses pas. Alors, ça c'est en fait l'une des questions les plus fondamentales en réalité de ce que nous sommes en train d'engager. Évidemment, si je vous donnais le détail de ce que nous comptons faire, je serais en fait en train de décrire tout simplement notre stratégie de combat. Mais je vais vous donner quelques éléments. Tout à l'heure dans mon discours, je ne sais pas si vous étiez déjà là, j'ai parlé du fait que nous avons essayé de lire le peuple gabonais et de voir dans quelle direction ils s'engouffraient généralement quand les leaders leur proposaient un discours. Nous avons remarqué que le peuple gabonais avait tendance à suivre les leaders qui leur promettent la rupture. C'est très important pour nous. Et ne dites pas en réalité que les peuples africains sont heureux. Le Sénégal nous a quand même donné un exemple très intéressant assez récemment. Parce que je pense que si le peuple sénégalais avait été ce peuple africain qu'on décrit, Ouad aurait fait exactement comme Bongo au Gabon. Voilà. Là, c'était déjà un bon signe pour nous. Mais vous, en Côte d'Ivoire, vous nous l'avez aussi démontré. Hein, le phénomène Blé Boudé, à l'époque de Gbagbo, hein, du Gbagbo, qu'on aimait bien, hein, cet homme aux aspirations démocratiques et tout le reste, hein, à ses débuts. Ce Gbagbo-là, que le peuple avait même sauvé de la France. Vous vous en souvenez? Ben, voilà un cas où Gbagbo est finalement arrivé au pouvoir sans que les Français aient vraiment prévu Gbagbo, en réalité. Mais grâce au peuple qui s'est dit, écoutez, ça c'est notre victoire, nous la défendons. Donc on a quand même des exemples. L'ANC en Afrique du Sud, c'était les nègres. Je vais utiliser le mot. C'était des nègres, mais qui nous ont montré qu'ils sont capables de faire comme des Arabes. La différence étant que les leaders de l'ANC ont accepté d'assumer directement la responsabilité de ces actes-là. Il se trouve malheureusement qu'au Gabon, nous avons souvent connu un problème. C'est que le peuple a toujours montré aux dirigeants qu'il était prêt à cet esprit insurrectionnel. En fait, nous n'aurions pas aujourd'hui le multipartisme au Gabon si ce peuple ne s'était pas soulevé en 89-90. Mais c'était un soulèvement spontané qui a montré à Bongo que bon, ce peuple n'en veut plus. Ça suffit au moins à nous donner la conférence nationale et le multipartisme sans démocratie que nous avons aujourd'hui. Mais je vous dirais que si les leaders politiques gabonais avaient continué à dire au peuple, n'arrêtez pas avant que Bongo ne parte du pouvoir, Bongo ne serait plus au pouvoir aujourd'hui. Il se trouve qu'en fait, notre opposition a souvent dit au peuple, calmez-vous, restez à la maison, nous avons la situation en main. Le résultat, c'est quoi, cher ami? On ne va pas dire que c'est le peuple gabonais, ça. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut aussi dire qu'un peuple se prépare. Vous ne demandez pas à un peuple comme ça, à froid, ville morte, aller dans les rues. Non.
On a eu des épisodes récemment au Gabon, hein, qui étaient assez comment on appelle ça, sidérants. On nous dit gouvernement parallèle. Mais dans un processus insurrectionnel, on n'annonce pas un gouvernement sans avoir fait quelque chose avant et sans avoir préparé quelque chose pour après. Si vous dites gouvernement parallèle et vous n'êtes pas en situation de crise visible, vous allez où avec ça? Il faut créer la crise et ensuite aboutir comme conclusion au gouvernement parallèle qui arrache l'autorité au gouvernement autoproclamé. Donc les principes de ce qu'on appelle l'insurrection ne se passent pas comme de la magie. La dernière fois au Gabon, on nous a proposé une conférence nationale. Mais encore une fois, c'était la même chose. On dit conférence nationale, mais on la demande au pouvoir en place. Bon, une conférence nationale suppose que le pouvoir doit renoncer à ce pouvoir. On est d'accord? Donc vous allez demander à quelqu'un comme ça, sans raison, sans pression, d'abandonner le pouvoir. Vous obtenez quoi? L'échec, automatiquement. Donc ce que nous disons en fait, c'est que le peuple gabonais est prêt. Il a juste besoin d'une élite ou d'un leader capable de canaliser cette énergie qui est lisible et qui a toujours été là. En 2009, il y a eu des jeunes qui sont morts à Port-Gentil, ils se sont soulevés tout seuls. Mais je vous assure que j'étais au Gabon et j'ai vu des leaders qui disaient au peuple, restez calme, rentrez même chez vous. Nous attendons la Cour constitutionnelle qui dira le droit. Mais vous-même, vous démobilisez la population et par la suite vous dites, oh, le peuple gabonais n'est pas un peuple qui veut le changement. Ça me semble contradictoire. Donc ce qu'on veut créer justement, c'est que sachant que ce peuple est prêt, il nous est très facile de le mobiliser en réalité à partir de là. Cette mobilisation se fait par des choses parfois très simples. Parfois très simples, mais qu'on complique parfois parce qu'on exagère dans ces idées trop compliquées, alors que le peuple a besoin qu'on lui dise clairement ce qu'on attend de lui. Si vous lui dites, voilà ce qu'on attend de vous, vous le préparez pour ça, je vous assure que c'est un peuple que vous pourrez mobiliser. Et je ne doute pas que le régime d'Ali Bongo soit mis très à mal au bout d'un temps relativement court, mais les gens généralement ne comprendront pas ce qui va leur arriver là-bas. Mais nous, on prépare quand même des choses plus intéressantes. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous avons lu les codes qui sont relatifs à cette population, et ces codes nous informent que le peuple gabonais est prêt. Merci. Il y a M. Lacruche. Moi, j'ai une question très simple. Qui dit insurrection dit mettre en jeu la vie des gens. Est-ce que les leaders de cette insurrection sont prêts à mettre leur vie en jeu pour que cette insurrection aboutisse? Ok, merci beaucoup. Vous voulez répondre? Oui. Nous, on va répondre. Monsieur Ramani va d'abord aller. Il est dû de poser plusieurs questions pour répondre. Non, ça, c'est une question déterminante. Bon, écoutez, je crois que nous nous sommes assez exposés depuis plus de 10 ans, 12 ans aujourd'hui. Moi qui vous parle là, j'étais en fonction à l'OCRA. Peut-être que beaucoup ne le savent pas. Mais j'ai démissionné de mes activités professionnelles simplement parce que je n'étais plus en phase avec les réalités de mon pays. Donc, je vous dis que j'ai démissionné en abandonnant un salaire. J'étais payé chaque fin du mois. Et j'ai dit, compte tenu du fait que les bongos nous privent de tout, et les détournements sans cesse des deniers publics, même dans une entreprise comme l'OCRA, Bongo envoyait des gens, faites-moi sortir 300 millions de francs CFA dans la caisse l'OCRA sans justification. Bon, c'est vous dire que depuis que nous nous sommes lancés dans cette bataille, nous sommes conscients, et comme je l'ai toujours dit, on ne peut pas faire l'omelette sans casser les œufs. Moi qui vous parle là, comme me tue aujourd'hui, mais ils ne tueront pas toute ma famille. J'ai des enfants, même dans la province de Bongo, j'ai des enfants. J'ai mon premier fils qui a 31 ans, qui est à la RTG, que j'ai fait avec une fille de Haute-Ogooué. Non, pas une. J'ai bien d'autres enfants. J'ai dit qu'aujourd'hui, si Ali Bongo peut me ôter la vie, parce que
je défends les intérêts de mon pays. Je crois que nous serons en face. En 2015, nous serons au Gabon. Je serai au Gabon avec le docteur Mungara. Et c'est pour ça que nous disons aux Gabonais de prendre leur courage à eux. Nous serions au Gabon avec le docteur Mungara. Nous serons au Gabon. Voilà. C'est pour ça qu'on vous appelle tous à soutenir cette action-là. Et vous verrez que, écoutez, si vous avez lu le discours à la nation, Ali Bongo, le 17 août dernier, vous avez écouté le discours d'Ali Bongo. Il a fait, dans son discours, il a pointé du doigt la diaspora. C'est que, quand il dort la nuit, il pense quand même que le danger peut venir de la diaspora. Et ce n'est pas faux. C'est vrai, ça viendra de la diaspora. Ça ne viendra pas du Gabon, ça viendra de la diaspora. Donc, nous sommes déjà armés de courage. Parce que nous savons aussi que la liberté, c'est au prix de beaucoup de sacrifices. On peut perdre un parent, on peut perdre son frère, on peut perdre sa mère, on peut perdre son père. Mais il vaut mieux perdre ses parents que de continuer à accepter l'esclavage. Et accepter qu'on vous retire tous vos droits de citoyen. Donc, voilà. Déjà, ce que vous pouvez faire déjà pour votre bien et le bien de votre famille, c'est vous lever et dénoncer. Parce qu'on dit que souvent dans nos machins, qui ne dit rien consent. Mais est-ce que vous voulez vous taire? Est-ce que vous voulez... Nous, ce qu'on veut demander aux Gabonais, d'ailleurs les campagnes qu'on va commencer aux États-Unis, en Europe, un peu partout, c'est pour dire aux Gabonais, nous sommes prêts à les mourir. Si Congo veut nous tuer, et nous disons que s'il y a un militaire qui prend un fusil, nous allons prendre le fusil. S'il prend la matraque, nous allons arracher cette matraque et nous allons... Mais ils ont les techniques. Donc voilà ce que je peux dire. Ils ont les techniques. Excusez-moi, j'étais pas trop présent là et j'ai aidé un peu à organiser tout ça, mettre tout ça en place. C'est pour cela que j'étais un peu occupé à gauche à droite. Je m'appelle Hilaire. Enfin, je vais un peu répondre en parallèle avec la question que le frère a posée parce que c'est une question très fondamentale. Comme beaucoup parmi nous, vous me connaissez très bien, je n'ai jamais vraiment été politique, c'est vraiment pas mon truc. Ça n'a jamais été mon truc. Mais plus je vais au pays, plus je vois comment le Gabonais vit minablement. C'est vraiment ridicule qu'un peuple vit vraiment dans la saleté, dans l'insalubrité. C'est vraiment dégoûtant. Au Gabon, ça ne va pas. Mais plus je vais au Gabon, plus je deviens rebelle. Plus ça me rebelle. Et actuellement, je me dis, un homme, comment dire, je ne suis pas un francophone, je suis un anglophone. Okay? Je m'exprime mieux en anglais. Mais au fait, c'est pour dire que, en anglais, on dit, you have to stand for something. If you don't stand for something, you will fall for anything. Un homme doit avoir une croyance sur quelque chose. Si tu n'as pas une croyance sur quelque chose, le vent va venir t'emporter et tu vas aller dans la direction un peu à gauche, à droite. Et au fait, moi je crois vraiment que le Gabon n'appartient pas à une seule famille. Je veux être sûr que mon fils ait un futur au Gabon. Ici présent. Tu comprends? Et c'est pour cela que je dis actuellement, je peux quitter ici là. Je rentre Tchouélifa, la voiture me cogne. Je meurs. Là, c'est cadeau. Peut-être j'aurai l'assurance qui va donner à mon fils ici. Mais pourquoi ne pas mourir pour une cause que tu crois fermement? Moi, je le crois. Que le Gabon n'appartient pas à une seule personne. Tout le monde doit avoir son opportunité au Gabon. Merci. Moi, j'ai été je me suis senti très concerné par la question. Parce que cette question, au vu des réponses qu'on aura données, peut causer une stimulation au sein de la jeunesse gabonaise. Quand on crée quelque chose, il faut qu'on se mette soi-même en avant. Les gens vont dire que le docteur Mungara,
il a été le premier à parler et à dire tout haut ce que certains disent tout bas. Ils sont dans la même aspiration, mais ils n'arrivent pas à s'exprimer parce qu'ils n'arrivent peut-être pas à trouver un terrain, parce que c'est une question de terrain. Là où vous vous trouvez, si vous n'avez pas des gens qui vous stimulent dans le même sens, vous n'allez pas évoluer. Mais on est obligé d'évoluer quand on est entouré des gens qui ont les mêmes aspirations que vous. J'ai été rebelle depuis 1990 quand la démocratie est arrivée au Gabon. J'ai vu mes amis tomber devant moi, à Port-Gentil. Mais on dit toujours de la peur naît le courage. J'ai vu ces gars-là tomber. Le lendemain, on me dit tel est mort, tel est mort. Mais c'était comme la blague. Mais ils sont réellement partis. Mais j'ai ça au fond de moi jusqu'aujourd'hui. Et j'évolue avec ça. Je suis venu aux États-Unis. Si j'étais un ingrat, j'ai toute ma famille, j'ai ma femme, mes enfants ici. J'aurais pu dire, bon, ok, le Gabon, en tout cas, je suis déjà tranquille chez moi. Je travaille, j'ai ma vie, j'ai le rêve américain. Voilà. Maintenant, j'ai appris qu'il y a des rebelles, pas des rebelles, il y a des radicaux qui sont aux États-Unis. On m'a invité, j'ai écouté, j'ai dit, ah, j'ai souvent lu le docteur Mouna au Gabon. Il a souvent été radical. Et moi, il répond à mes aspirations. J'ai dit, je vais suivre ce monsieur. J'ai mené mes enquêtes. J'ai dit, je vais suivre ce monsieur. J'ai travaillé dans le pétrole. Ce que le docteur disait là, les 25% que les Français nous laissent au Gabon. J'ai vu les Français eux-mêmes, de Total, de Shell, de toutes ces sociétés américaines et françaises, dire que le Gabon a tout ce qu'il faut. Pourquoi nous demander de construire les routes, nous les sociétés, alors que voilà le revenu national? Mais c'est là que j'ai connu le vrai revenu national. Parce que moi, j'étais le coordonnateur général du département fiscal et financier de l'UPEGA, l'Union pétrolière gabonaise. Et c'est là qu'on voit tout. J'ai vu ce qui rentre au Gabon et ce qui est capable de développer le Gabon. On se pose la question, où va cet argent? Et il est arrivé à un moment où toutes les sociétés se sont réunies parce qu'à Port-Gentil, on ne pouvait plus circuler. Il n'y avait plus de routes. Les sociétés pétrolières avaient décidé de reconstruire les routes de Port-Gentil. Et j'étais présent à cette réunion. Ils ont fait le budget. Le budget a été évalué. Mais ils ont demandé à commencer les travaux. Le gouverneur et le maire ont demandé à ce qu'on leur donne de l'argent parce que ces sociétés pétrolières n'avaient pas l'autorisation de construire les routes. Elles n'étaient pas habilitées à construire les routes. Il fallait que cet argent leur revienne, que les sociétés cotisent, mais qu'elles remettent de l'argent à la commune pour que ces dirigeants puissent construire les routes. Et les sociétés, les dirigeants de ces sociétés étaient convaincus qu'ils ne pouvaient jamais construire ces routes. Et c'est pourquoi le projet avait été abandonné. Vous voyez comment l'homme gabonais fait souffrir l'autre pour ses propres intérêts. Mais le courage va naître aujourd'hui dans beaucoup d'entre nous. Parce que nous, on est prêts à partir. J'ai dit dans mon discours que l'espérance de vie en Afrique est de 40 ans. Et ça, on ne peut pas le cacher. Qu'est-ce qui nous tue? C'est la dictature. Je l'ai défini là. C'est la dictature. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Qui on va tuer dans ta famille? Or, si on arrive à rentrer chez toi, où tu es quand même, tu peux te sentir en sécurité. Je ne sais pas par où on peut encore se sentir en sécurité si ce n'est chez soi. Mais il y a des gens qui arrivent chez vous, qui font tout ce qu'ils veulent et repartent. Vous les connaissez, vous amenez l'affaire au tribunal, mais ces personnes
vous rencontre encore à la route en train de vous narguer. Il faut d'abord subir ça avant d'être courageux. Mais c'est trop tard si on vous tue. Si on me tue aujourd'hui, on me dit que l'âge, l'espérance de vie est de 40 ans. Moi j'ai 48 ans. Si on me tue aujourd'hui, j'ai dépassé largement les 40 ans. Largement les 40 ans. Et lorsque je meurs, moi, ça peut servir, ça peut peut-être sauver la nation. Parce que moi je pense à la progéniture. On ne vaut plus rien. Si on peut nous mourir pour nos enfants, si on peut mourir pour nos enfants, on est déjà fini. À 48 ans, qu'est-ce qu'on vaut encore? Les Américains eux-mêmes, ils mettent la barre à 40 ans. Pour te trouver du travail, si tu amènes moins de 40 ans, on t'embauche. Plus de 40 ans, on ne veut plus de toi. Ça veut dire que la courbe est en train de chuter. Quand on a dépassé 40 ans, sacrifions-nous pour nos enfants. C'est tout ce que je voulais dire. Il y a Bernard. Yeah. Bernard, c'est aussi un compatriote. Ouais. Côte d'Ivoire. Bon, mon nom c'est Bernard Sachet. Oui, tu l'as déjà. Mon intervention sur la base de l'éducation du docteur. Voilà. Vous disiez tout à l'heure que le Gabon avait un problème d'éducation, n'est-ce pas? Que les étudiants, il y a eu une trêve au Gabon. Ok. Je sais que déjà dans la Côte d'Ivoire, nous avons eu les mêmes problèmes il y a quelques années en arrière. So, quel impact cela a eu sur l'éducation du Gabon? Est-ce que vous avez déjà connu l'année blanche? Ou combien de fois, si oui, combien de fois vous avez connu l'année blanche? C'est ma question. En fait, c'est assez facile, je crois même que monsieur peut vous répondre. Non. Techniquement, chaque année au Gabon, et ça c'est intéressant, hein. Nous sommes vraiment dans un pays où chaque année... Parce que ça joue toujours sur notre économie scolaire jusqu'à présent. Absolument. Au Gabon, les revendications sont telles que... Parce qu'elles sont multiples chaque année, je crois que nous sommes l'un des rares pays au monde où l'année scolaire se décale énormément, au point que parfois on dit que l'année scolaire se termine en octobre, simplement parce qu'on n'a pas pu étudier convenablement. Donc il y a ce décalage qui fait même que nos étudiants qui veulent aller à l'étranger ont toujours des problèmes à s'intégrer, parce que les années ne correspondent pas. Nous avons le même problème. Voilà. Donc c'est vous dire que le Gabon a toujours connu, bon, pas forcément des années blanches, mais en réalité, c'est le même résultat. Le seul problème, c'est que ça désoriente énormément les étudiants, puisqu'il n'y a plus de système cohérent, ni de processus cohérent dans l'avancée vers le diplôme, ou même vers la sortie du pays pour ceux qui veulent aller à l'étranger. Et ça a tendance donc à compliquer de manière générale tout le système, parce que comprenez ce que ça produit. Si ceux qui devaient partir en fin d'année normale sont toujours là à encombrer les places de ceux qui arrivent, vous aboutissez à une congestion où le pays n'arrive plus en réalité à résoudre les problèmes de tout ce monde qui s'est accumulé au même endroit, au mauvais moment. Et du coup, l'État devient, comment on appelle ça, submergé par les problèmes. Et comme ce ne sont pas toujours des génies qui nous dirigent, dans la mesure où parfois les ministres, on va les chercher chez les amis, on a couché avec sa sœur, on dit, bon, allez, tu deviens ministre, ou j'en sais rien. Et bon, le génie des pauvres technocrates qui ont été employés n'est jamais utilisé pour penser le pays. Et du coup, ce sont des politiciens qui pensent le pays avec leur nana. À la fin, vous aboutissez à ce résultat-là. Et donc, je pense que l'une des priorités que nous avons justement dans notre plan de redressement national, c'est que nous pensons, en regardant tous ces problèmes-là, que nous pouvons les résoudre tous en 5 ans maximum. Et qu'au Gabon, que ça soit au niveau de l'éducation, ou des routes, ou tout ce qui a fait que pendant 46 ans, on a eu l'impression que c'était impossible. Nous, on a calculé ça, on a vu qu'en réalité, sur 5 ans, on peut résoudre chacun de ces problèmes, que ça soit le logement, la question de l'université ou de l'éducation de manière générale au Gabon, c'est-à-dire du primaire à l'université. Tous ces problèmes, au bout de 5 ans, en fait, l'éducation serait une priorité. Quand je dis même 5 ans, c'est pour la politique générale. Mais la première année, la deuxième année, c'est vite fait. Simplement parce que si vous parlez de... Parce qu'on parle parfois des questions de ressources. Regardez un peu ce qui s'est passé en 2009. Bon, j'avais annoncé
dans mon, comment on appelle ça, mon projet de société, que nous relèverions le SMIC gabonais à 150 000 francs CFA. Bizarrement, Ali Bongo est allé piquer cette idée-là et a aussi annoncé dans son plan que le SMIC sera de 150 000. Mais seulement après l'élection, quand les journalistes lui demandent bon alors tu avais promis le SMIC à 150 000, c'est où? Il dit oh je n'ai jamais promis ça. C'est parce que lui, il avait juste emprunté l'idée, mais n'a pas su pourquoi nous on avait dit qu'on était capable de le faire. Seulement il n'avait pas compris que nous on avait calculé que si en fait on enlevait simplement les bongos du pouvoir, l'économie nationale est telle que vous allez être surpris de vous retrouver avec peut-être 1000 milliards de plus qui vous viennent du néant, simplement parce que le trou budgétaire que la simple présence des bongos représentés au Gabon est tel qu'en réalité le pays tout d'un coup se retrouve avec beaucoup plus d'argent qu'il n'a maintenant, et on aurait donc la possibilité de résoudre tous les problèmes en fait courants dans le pays, y compris le problème d'éducation. Donc en fait nous pensons qu'en fait bon la question de l'éducation n'est un problème que parce que les bongos sont au pouvoir. Okay. Vous les faites sauter de là, le problème est résolu. Voilà. Merci. Merci. Question? Il y a monsieur Luna. Ok, bonsoir, ma question c'est toute une remarque. Je pense qu'on passe avec Venant ou à Pierre, ou aussi Henri. Je dis qu'au Gabon, on a l'élection à presque tour. Et pourquoi n'est-ce pas nos leaders de l'opposition ne s'unissent pas dans le tourisme qu'un seul candidat? Comme ça au moins, on ne va pas dire que oui, on va pas voler ou bien quoi que ce soit. Si vous tous vous êtes unis sur une seule personne, derrière une personne, au moins, il ne va pas du tout encore avoir toutes ces tracasseries de conseil de résistance ou bien quoi que ce soit. Moi, c'est plus facile, il faut capable de faire. Je peux répondre alors? Ce serait, en fait, ça c'est, je pense, la plus grosse erreur en matière de stratégie politique que nous commettons au Gabon. Je vais vous l'expliquer. Au Gabon, il importe peu. Écoutez-moi bien, là je suis vraiment maintenant dans la discussion fondamentale qui fait même partie du débat que nous voulons soulever au Gabon pour la personne qui a demandé les questions de stratégie tout à l'heure. Okay? C'est l'erreur la plus fondamentale que nous commettons, à supposer qu'il suffit d'avoir un candidat unique pour que l'opposition puisse gagner l'élection. Parce qu'on oublie en fait les fondamentaux. Les fondamentaux au Gabon veulent dire cette chose. Que ça soit un candidat unique ou pas, l'opposition perdra toujours. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous avons à la base un système qui ne permet pas déjà à l'opposition de gagner. C'est un peu ça le débat qui a préoccupé les Gabonais depuis 1990. C'est que malgré les élections, l'opposition ne gagne pas. La première fois, on avait un système à 2 tours, ça n'a pas marché. La seconde fois, on a eu un système à 1 seul tour, ça n'a pas marché. Ce que ça nous pousse plutôt à dire, c'est qu'en réalité, la vraie bataille n'est pas dans le candidat unique. La vraie bataille est, est-ce que ce candidat unique, par exemple, est prêt à mener le peuple à l'insurrection dans le moment où il faudra défendre le vote des Gabonais? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Puisqu'on ne peut pas gagner par les urnes. Vous voyez? Donc il importe peu que vous soyez unis, parce que moi j'ai tendance à analyser vraiment à fond les questions d'organisation politique au Gabon. D'accord? Je regarde l'histoire et je vois que le problème de division n'a jamais été le vrai problème de notre pays. Ce n'est pas parce que nous avions de multiples candidats que nous n'avons pas gagné pour l'opposition. 2005, c'est l'année la plus intéressante pour moi. En 2005, il y a eu une élection présidentielle au Gabon. Il n'y avait que 2 candidats dans l'opposition. Pierre Mamboundou et Zachary Miboto. Il n'y avait même pas de fan. Ça veut dire que tout le Gabon a certainement voté pour Pierre Mamboundou à cette élection-là. Pierre Mamboundou était seul. Pourtant, il a perdu. Il a perdu, pas pour des questions de division de l'opposition, puisqu'il était seul. D'accord? Il a perdu parce qu'en fait, le système est déjà formaté pour que, si vous n'êtes pas prêt à l'insurrection quand vous êtes un candidat au Gabon, c'est-à-dire défendre le vote des Gabonais après le vote, donc organiser ce que moi j'appelle l'ingouvernabilité qui mène à la chute du régime, vous ne gagnez rien du tout. En réalité, ça nous amène aussi à un autre débat préélectoral. Le problème au Gabon, c'est que l'opposition aime attendre la post-élection pour s'organiser ou poser les vrais problèmes. Alors qu'en fait, moi je dis défendre le vote des Gabonais doit commencer avant
d'élection. Parce qu'en réalité, si on se bat pour la réforme avant l'élection et on arrive à l'obtenir, ça nous permettra déjà d'éliminer ce débat en ramenant le deuxième tour de l'élection. D'accord? Ce que le deuxième tour nous aide à faire, en fait, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire qu'au premier tour, tout le monde se présente. Au deuxième tour, il n'y aura qu'un seul de l'opposition, n'est-ce pas, si on arrive au deuxième tour. Et celui-là, tout le monde le votera. Moi, ce que je crains avec votre théorie, et j'ai souvent eu des divisions avec plein d'amis pour ça, c'est que, imaginez, parce que vous savez comment le pays fonctionne, hein, imaginez qu'aujourd'hui, on aille dans l'opposition, on dit, ouais, bon, mettons-nous à faire ce concoctage-là. Et on met devant nous tous cette personne-là qui, le moment venu, va plutôt aller se cacher à Medouneux. Vous voyez de quoi je parle? C'est qu'on aura mis dans ce panier-là la nation gabonaise et tout son avenir, le compromettant parce qu'on aura cru au miracle, au mythe, à cette idée illusoire. Moi, j'appelle ça une illusion, une utopie, que c'est simplement parce qu'on a un candidat unique qu'on gagne l'élection. Non, au Gabon, c'est d'abord une question institutionnelle. Vous ne pouvez pas gagner l'élection par les urnes, ne confondons pas le Gabon avec une démocratie. Vous voyez? Donc le problème du Gabon n'est pas la division de l'opposition. Le problème, c'est ce problème d'institutions qui sont déjà formatées pour nous faire perdre. La question, c'est plutôt pour nous, comment allons-nous engager ce combat? Je dis, nous l'engageons à deux niveaux. Défendre le vote des Gabonais avant l'élection pour imposer, je ne vais pas demander, je dis imposer la réforme constitutionnelle, donc un deuxième tour qui ferait que, même si c'est un chien que vous mettez en face d'Ali Bongo, ce chien-là pourra être élu si les Gabonais le choisissent. Vous voyez, ça c'est une meilleure garantie pour nous. Et si maintenant nous sommes incapables d'imposer le deuxième tour avant l'élection, donc une élection transparente, ça veut donc dire que toute la nation doit être prête à défendre ce vote dans la rue et non pas comme on l'a fait jusqu'à présent en allant attendre à la place de la démocratie que la présidente de la Cour constitutionnelle lise le droit. Au Gabon, on ne lit pas le droit, on lit les bongos. Nous, on veut en finir avec cette histoire de bongo et plutôt amener le peuple dans la rue pour revendiquer lui-même ce qu'il doit comme droit démocratique et donc comme souveraineté au niveau donc, de cette idée souveraine qui est que chaque peuple a le droit tout simplement de choisir les dirigeants qu'il veut. Et si cette réalité n'est pas encore obtenue pour nous, ben on aura vraiment perdu beaucoup de temps. Voilà pourquoi 2016 plutôt, est l'année fondamentale. Si on rate encore cette occasion de mener le bon combat et non pas de se disperser dans des idées qui n'ont aucun sens, on aura perdu le Gabon toujours. Donc, concentrons-nous sur l'essentiel et préparons-nous plutôt aux grandes batailles de demain. On va prendre une toute dernière question. Mayombe. Ok, donc Fulgence et Thierry vont poser leur question. Fulgence et Thierry. Il y a des femmes sur les questions. Ok, donc Fulgence et Thierry vont poser leurs questions ensemble. Ok, Fulgence d'abord. Bonsoir à tout le monde. Moi c'est Fulgence. Ah bon? Il y a Fulgence, c'est vrai, j'avais oublié. Ma question va aller directement au docteur Daniel Bengara. Mais avant de poser ma question, tout d'abord, je voudrais essayer de parler de la manière la plus simple possible. Nous sommes tous Gabonais, on connaît la réalité du pays. Pour ça, en tout cas ici, aucune personne ne peut apprendre quoi que ça sur eux. En ce qui concerne la situation du pays. Nous sommes fatigués d'écouter de beaux discours où il y a la colère, la rage, la détermination, Non, il y a la guerre dans le feu. Nous sommes fatigués de ça. Parce qu'en 2009, on l'a vu, la population était prête à se lever. Il n'y a pas eu de leader pour dire aux populations, on met le feu. Ok. Quand moi je vois le docteur Mengara ici, je vois le BDP Bongo doit partir. Un mouvement que je connais depuis 2004. Je suis en police. Alors en 2005, il y a eu une élection présidentielle au Gabon. Ok. Où vous étiez proclamé, annoncé comme candidat à cette élection présidentielle. Peut-être je me trompe. Okay. Peut-être je me trompe. Ça c'est 2009. Moi en 2005. Je parle de 2005. En 2005, la rumeur au Gabon que le docteur Mengara est arrivé, c'était annoncé comme candidat, et ensuite il a reçu une enveloppe et il est rentré aux États-Unis. Laissez-moi finir. Ce même docteur Mengara aujourd'hui réunit les gens dans cette salle pour dire ok, 2016 on va foutre le feu, on gaspille tout. Mais sur quel bon discours vous allez ramener les Gabonais
dès lors qu'on sait qu'il y a une enveloppe dans les polices qui a été glissée. Sur quelle base? J'en ai terminé. Et avant de donner la parole au docteur Mengara, étant donné que c'est la dernière série des questions, Ouais. nous allons donc Thierry. prendre la question de M. Thierry Moyou. Thierry. Va devant, Thierry. Ah, la caméra doit bien te prendre. Pas vu qu'Ali me mène. Donc quand tu vois, ça te prend même pas. Ça va prier avant. Ah, les deux questions là, il a chaud. En fait, ce serait par rapport à notre confrère, l'autre frère Ben Bamba. Kuno. En fait, je remarque que Ben Bamba a amené aussi une force. Puisque à chaque fois qu'il veut faire quelque chose, il est toujours en train de proposer aux gens de faire. En fait, lui, il est toujours en train de faire une grève. De la faim. Non. Bon, en fait, je ne sais pas comment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, en fait, peut-être que si on n'arrive pas à prendre les armes, peut-être que. La faim. Tout le monde pourra prendre Non, il faut faire manger, Thierry, arrête ça. On est petit quoi déjà, on va rester ici, on est petit. Le secret. On fait les gars. Non, je crois que c'est la... Je peux faire manger, Thierry, laisse. Non, il n'y aura plus de... Pas sur l'autre sens. Est-ce que tu avais quelque chose à dire? Non, vas-y. Au côté. Ok, d'accord. Non, mais... docteur, bon, d'abord, c'est intéressant ce que vous dites, hein, l'ami qui parle de 2005, parce que, j'avais encore pas 40 ans à l'époque, et vous savez, j'aurais jamais pu m'annoncer comme candidat, puisque la Constitution disait qu'il fallait avoir 40 ans pour pouvoir être candidat. Seulement, je n'avais jamais pas été au Gabon depuis 1998, hein, donc pendant toute cette période de 11 ans, donc de 98 à 2009, j'avais jamais mis le pied au Gabon. Donc, certainement, ce ne sera pas moi qui serais allé prendre une valise d'argent. Voilà, mais par contre, tout le monde sait l'épisode de Mac Joktan, qui est venu plutôt au Gabon du Gabon en 2007, pour essayer donc de négocier une rencontre entre moi et Omar Bongo. C'était la 6e tentative. Et généralement, j'ai toujours refusé en fait, ces rencontres avec Bongo, parce que j'ai souvent dit que moi je ne rencontre pas les animaux. Voilà. Et quand, voilà. Mais ce que je pourrais dire de Mac Joktan, c'est plutôt que bon, si une valise d'argent avait circulé, certainement pas avec moi, parce qu'il y a une vidéo sur Internet aujourd'hui que je pourrais vous faire parvenir, peut-être que vous ne l'avez pas encore vue. Qui a vu cette vidéo? Laquelle? Une seule? Ah, donc oui, j'ai filmé justement pour éviter, parce qu'à l'époque, vous savez, moi, j'ai souvent eu le souci de mon image. La raison pour laquelle j'ai souvent refusé d'aller à ces rencontres, parce que Bongo, c'était souvent genre, il vient aux États-Unis, voilà, je veux rencontrer Mengara. Il va en France, où je veux rencontrer Mengara. Jusqu'à m'inviter même en Libye une fois, pour aller le rencontrer. Et j'ai souvent refusé parce que je savais une seule chose. Même si il n'y avait pas de valise d'argent, il suffisait de cette poignée de main là. Parfois qu'on prenait à votre insu. Que si on voulait tuer le combat BDP, il suffisait simplement de cette photo-là. Et j'ai souvent refusé cette rencontre parce que je savais qu'en réalité, si je voulais protéger cette idée BDP, il me fallait refuser malgré toutes ces rencontres. Donc je mets qui que ce soit au défi de pouvoir prouver un jour qu'il y a eu une mallette à l'endroit de René Mengara, mais vous avez certainement la preuve par cette vidéo internet qui vous montrera ma rencontre avec Mac Joktan qui avait été totalement filmée et qui montre en réalité... mais la vidéo ne filme pas les dingues. Le relevé bancaire. À cette allure-là, on peut tout dire. Ouais, mais je pense que bon, ceux qui me connaissent savent que je ne mange pas de ce pain-là. Voilà. Alors, oui. Alors donc, je pense que, voilà, la question de la grève de la faim, puisque je crois que votre question a été évacuée, hein,
Sauf si vous avez une preuve. Voilà. Mais comme il n'y a pas de preuve, et voilà. La question de la grève de la faim, bon écoutez, à chacun son combat, hein, c'est tout ce que je peux dire. Moi, depuis le départ, j'ai, par simple effet d'analyse, conclu que le Gabon ne changera que par une insurrection en bonne et due forme. Puisque j'ai analysé, je n'ai pas vu d'autre manière de changer, par une insurrection en bonne et due forme. D'autres pensent qu'ils peuvent changer le pays en parlant, en dialoguant avec le régime. Et d'autres pensent aussi que la grève de la faim est un outil de combat comme un autre. Je pense que dans le combat qui nous oppose au régime des Bongo, on ne va pas critiquer le frère, parce qu'il aura pensé que la grève de la faim est un instrument de combat. Peut-être que ça réussira. Peut-être qu'un jour, beaucoup plus de Gabonais seront inspirés par cette forme de combat. Peut-être que nous aussi, un jour, on va s'y mettre, qui sait. Oui. Donc je ne vais pas commencer par critiquer le frère sans savoir ce qui nous attend demain. Voilà. Mais tout ce que je vais plutôt dire, c'est que le problème au Gabon, en fait, qui a fait que les choses ne changent pas, c'est que il n'y a jamais eu ce que j'appelle la suite dans les idées. C'est-à-dire, pour réussir un combat ne se fait pas par à-coup. C'est-à-dire, aujourd'hui, grève de la faim, 3 mois après, autre chose, 3 mois après, autre chose. Quand vous parlez de changer un pays, vous devez faire ce qu'on appelle préparer le combat. Pour qu'en fait, chaque action que vous menez soit liée à la précédente. Et celle que vous menez aujourd'hui doit être liée à celle que vous préparez demain. Parce que vous allez voir que le timing du changement doit être une question temporelle. Vous ne pouvez pas préparer le changement du pays pendant 10 ans, c'est trop long. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que si vous dites on commence aujourd'hui, vous ayez dans l'idée que ça doit se terminer au maximum dans 1 an. Et vous savez, dans mes discussions avec mes amis, nous on s'est dit qu'en fait, on ne veut pas aller s'éterniser sur le terrain au Gabon. On y va pour 1 an. 1 an seulement. Qui est l'année où on va tout tenter pour que ce régime tombe. Ça veut donc dire que chaque action qu'on va commencer sera dans le cadre d'un suivi stratégique qui placera le point A avant le point B et le point C et le point jusqu'au point Z. Pour qu'en fait cette suite dans les idées-là nous mène au résultat escompté ou alors à l'échec tout simplement. Mais il nous faut tout simplement engager ce combat de manière organisée. Je ne crois pas qu'en fait l'opposition nationale jusqu'à aujourd'hui ait réellement organisé le combat insurrectionnel. Et c'est ça la nouveauté en réalité que nous apportons aujourd'hui. Pour que ça ne soit plus un combat par hasard, où c'est l'actualité qui fait votre action, au lieu que ce soit votre action qui fait l'actualité. Vous n'êtes pas peur d'être trahi. Vous n'êtes pas peur d'être trahi. Pardon? Vous n'êtes pas peur d'être trahi. Peur d'être trahi par vos proches. Par exemple, on a M. Alain Namamani, aujourd'hui c'est plateforme, demain c'est UPG, après c'est PDG, Thierry Mikala. C'est sûr, vous êtes sûr, vous regardez Thierry Mikala. Vous savez, ça fait s'il vous plaît, s'il vous plaît. Les questions de trahison existeront toujours. Je ne crois pas qu'il y ait eu de combat dans le monde, que ce soit au Gabon ou ailleurs, où il n'y ait jamais eu de trahison. Sur ce plan-là, il faut plutôt utiliser ce qu'on appelle la stratégie de guerre, parce que au 19e siècle, bon, le 18e, les guerres se faisaient comment? C'était des guerres assez rudimentaires, où vous aviez une lignée de soldats face à une autre, et vous vous tiriez dessus directement. Certains tombaient, d'autres avançaient. Parce que dire, donc il faut plutôt imaginer ce combat comme cela. Si nous sommes beaucoup plus nombreux à avancer par rapport à ceux qui tombent, je crois qu'on gagnera ce combat-là. Donc je pense que non, moi je ne me décourage pas. Il n'y a personne qui a été plus trahi que moi, en réalité, dans ce combat-là. Ça fait aujourd'hui, je crois que c'est ma 15e année, à essayer de convaincre les Gabonais de la nécessité de cette insurrection. Mais chemin faisant, combien ne sont pas justement allés chercher ces valises-là qui essayaient d'organiser ces meetings entre moi et Omar Bongo? Et on se divisait généralement parce qu'une fois que j'avais découvert qu'ils étaient allés prendre des valises en utilisant mon nom, ça ne pouvait plus marcher. Oui. Donc je pense qu'il ne faut pas se décourager. Nous avons en réalité un combat noble à mener et les hommes nobles ne reculent devant rien, même pas devant la faillite. Bon, nous sommes donc arrivés au terme de notre rencontre d'aujourd'hui. J'aimerais remercier tous ceux qui ont bien voulu faire le déplacement pour nous assister. J'aimerais particulièrement remercier les cuisiniers, ceux qui nous ont préparé le repas que vous voyez derrière vous. Si on peut applaudir pour eux. Non, j'en finis, je suis là. Et je veux aussi, il y a aussi Mélanie, Madame Henry, qui a préparé
Et il y a aussi, au fait, c'est pas, il y a aussi Madame Henri, parce qu'il y a deux Henri ici dans la salle. Il y a Madame Henri, un compatriote béninois, et il y a aussi Madame Henri Omba qui a préparé, et aussi, bien sûr, malheureusement, il y a ma copine qui a préparé aussi, même elle n'est pas là ce soir, le riz chinois, Haswa Rice. Donc, ok, donc on va manger. On va commencer, étant donné que la salle est petite, on va commencer par... Pardon. Non, commençons derrière. Le VIP, c'est nous.